Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième numéro de l'émission Témoins de campagne, l'émission de décryptage de l'actualité de la campagne présidentielle de 2012 qui vous est proposée par Sciences Po Télé, la télévision des étudiants Sciences Po. Aujourd'hui, notre invitée est Madame Najat Belkacem. Bonjour Najat Belkacem. Bonjour. Je le rappelle, vous êtes adjointe au maire de Lyon, conseillère régionale du Rhône et surtout porte-parole de Ségolène Royal pour la primaire socialiste. Merci d'avoir accepté notre invitation. On commence tout de suite avec notre première partie de décryptage de l'actualité. Oui, l'actualité de la semaine se concentre évidemment sur les primaires socialistes dont le premier tour a eu lieu ce dimanche 9 octobre. On rappelle brièvement les résultats. François Hollande et Martine Aubry se sont qualifiés pour le second tour avec respectivement 39 et 30% des voix. Devant la surprise, Arnaud Montebourg, 17% des voix, Ségolène Royal, 7% des voix, Manuel Valls, 6% et Jean-Michel Baillet, 1%. Mais la plus grande surprise de ces primaires, c'est sans doute la participation qui est interprétée de manière très contrastée à gauche et à droite. 2,5 millions de Français ont voté dimanche, alors que la barre succès fixée par le PS était à 1 million. Ça représente environ 6% à l'échelle nationale, mais surtout 13,4% à Paris. Donc une primaire qui est très urbaine, je dirais, et on retiendra aussi les audiences records lors des différents débats télévisés. Est-ce que c'est un objectif atteint, Najat Belkacem ? Oui, indéniablement. C'était un exercice démocratique inédit. On ne pouvait pas deviner à l'avance ce que ça allait donner et l'enthousiasme que ça a provoqué chez les Français nous surprend nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on ne pensait pas que ce serait si simple d'emporter leur adhésion. Mais je pense que ce qui s'est passé concrètement, et notamment quand on voit le succès des émissions télévisées, c'est que pour la première fois depuis bien longtemps, les Français ont eu l'occasion de voir à la télévision des débats politiques de haute tenue, où on entrait en profondeur dans le détail des sujets, où on expliquait les mécanismes à l'œuvre, notamment dans la crise économique et financière qu'ils subissent avec une rare violence, et où on proposait des choses, alors des solutions qui variaient un petit peu d'un candidat à l'autre, mais justement qui leur permettaient de voir que plusieurs options sont possibles. Donc ce qu'ils ont apprécié, à mon avis, c'est l'intelligence un peu exprimée comme ça à la télévision. Et visiblement, ça leur a donné envie de voter. Alors je pense à titre personnel que si la communication autour de ces primaires avait été un peu plus importante qu'elle ne l'a été, on aurait sans doute eu davantage encore d'électeurs. D'accord, alors au départ, la droite a émis quand même des réserves par rapport à l'organisation de ces primaires, notamment des craintes de fichage. Très rapidement, est-ce que ces listes vont bien être détruites, les listes d'électeurs, et quand est-ce que ça va être fait ? Oui, tout est fait dans les règles. De toute façon, vous savez que la CNIL suit tout cela avec une grande attention. Vous savez que nous avons aussi une haute autorité des primaires qui s'est engagée à ce que tout soit fait dans les règles, et notamment le fait que les fichiers des gens qui n'ont pas décidé d'être des sympathisants, c'est-à-dire qui n'ont pas donné leur accord pour qu'on leur envoie des informations pendant la suite de la campagne présidentielle, ces fichiers-là soient détruits, ils le seront. On n'a pas de date encore précise de je crois que c'était dans les jours qui suivaient, donc à vrai dire, ça doit être, j'imagine, en ce moment. Mais surtout, ce que je veux dire, c'est que, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup entendu la droite sur ce sujet, objectivement, mis à part François Fillon, qui a su reconnaître à un moment que cet exercice démocratique avait un certain intérêt, on va y revenir, oui. Nicolas Sarkozy et Jean-François Copé se sont largement discrédités dans leur critique. Alors justement, à droite, comme vous le disiez, on interprète de manière très différente l'organisation de ces primaires. À la tête de l'UMP, Jean-François Copé relativise, alors qu'une partie de la droite semble favorable à l'organisation de primaires dans le futur, notamment pour la campagne présidentielle de 2017. Vous le disiez, François Fillon a notamment qualifié ces primaires de processus moderne qui convient à droite comme à gauche pour toutes les grandes élections, alors que le président Nicolas Sarkozy conteste le principe qu'il juge contraire à l'esprit de la Ve République, qui prévoit une élection à 2 tours, pas à 4. Qu'est-ce que vous pensez de cette petite phrase ? Je pense que Nicolas Sarkozy n'a rien compris au schmilblick. D'accord, alors. Il ne s'agissait pas de transformer l'élection présidentielle, en l'occurrence. Il s'agissait simplement de répondre à la soif de participation des Français. Vous savez, ça fait 5 ans. Les Français, encore une fois, pardon de me répéter, mais vivent une crise extraordinairement grave. Ce qu'on est en train de traverser au niveau économique dans notre pays, c'est pas anodin. Et voilà 5 ans qu'on ne les a pas consultés sur aucun des grands enjeux, ni la réforme des retraites, ni les réponses à apporter à la crise. Et soudain, un parti qui est un parti de gouvernement, on vit quand même encore dans un pays qui se caractérise par son bipartisme, un parti qui est un parti de gouvernement offre à ces Français ce privilège inouï de participer à la désignation du candidat. Donc on ne peut pas critiquer cela. Il n'y a aucun argument qui tienne la route.
Très bien, alors cette innovation démocratique, comme beaucoup ont pu la qualifier, désignera à l'issue de son second tour le candidat PS aux élections présidentielles, mais elle vise surtout à lui donner un élan avec cette entrée en campagne rapide. Alors justement, on peut quand même se poser la question, est-ce que la campagne du PS n'a pas commencé trop tôt? L'élan enregistré peut-il durer jusqu'au mois d'avril? On se rappelle que Ségolène Royal, en 2007, avait été en tête jusqu'au mois de janvier, puis qu'elle a finalement perdu l'élection. Est-ce que le PS n'a pas tendance à s'y mettre un peu trop tôt et à s'essouffler lors du sprint final? Non, d'ailleurs, je pense à titre personnel qu'il aurait fallu que ces primaires aient lieu beaucoup plus tôt, avant l'été. Donc non, pas du tout. En fait, si vous voulez, pour bien vous expliquer, c'est pas facile d'être dans la position du Parti socialiste et de partir en campagne présidentielle contre Nicolas Sarkozy, président sortant. Pourquoi ? Parce que le président sortant, par définition, a une légitimité populaire plus forte que n'importe lequel de ses opposants, puisqu'il vient de passer 5 ans en exercice, on l'a vu à l'échelle internationale. Même avec des cotes de popularité aussi basses. Même avec des cotes de popularité aussi basses que vous allez voir remonter, croyez-moi, vous ressortirez cette émission très vite. Mais on l'a vu pendant 5 ans aller de sommet international en sommet international, tenir une stature présidentielle, c'est normal, c'est le président sortant. Et donc, face à lui, nous manquons par définition de cette légitimité populaire. Or, ce qui est extraordinaire avec les primaires, c'est qu'en réussissant à intéresser les Français à notre désignation, etc., celui qui sortira des urnes dimanche, pour nous, le candidat, aura cette légitimité populaire et donc en sortira renforcé face à Nicolas Sarkozy. C'est ça aussi l'enjeu des primaires. Mais à l'heure actuelle, Najat Belkacem, il y a seulement 9 points de différence entre les deux candidats qui ont été désignés à l'issue du scrutin de dimanche dernier. Est-ce que finalement ce n'est pas le jeu des alliances qui va faire la légitimité du candidat plutôt qu'un réel score de vainqueur? En cas de score très serré notamment, quelle serait la légitimité de la personne qui sortirait de... Je ne pense pas qu'à l'heure actuelle, justement en milieu de semaine, comme ça, on puisse dire qu'il n'y a que 9 points entre les deux candidats. Il y avait 9 points au sortir des urnes dimanche, mais depuis, vous savez que François Hollande a engrangé le soutien et de Manuel Valls et de Jean-Michel Bailey et de Ségolène Royal. Donc arithmétiquement, même si l'arithmétique ne fait pas la politique, arithmétiquement, il y a beaucoup plus d'écart entre les deux candidats. Et c'est une bonne chose parce que je pense, moi, qu'il est indispensable que le vainqueur de dimanche prochain soit un vainqueur très large, avec une majorité très nette. Qu'il ne faut pas qu'on se retrouve dans la situation du Congrès de Reims où les deux candidats sont au touche-à-touche et que l'un ne gagne que d'un cheveu. Parce que je crains beaucoup les contestations et puis surtout parce que la légitimité populaire dont je parlais tout à l'heure est plus simple avec une majorité forte. Voilà, alors vous venez de le dire, pour acquérir la plus grande légitimité, le vainqueur de ces élections devra s'assurer du soutien du plus grand nombre de ses compétiteurs. Vous l'avez dit aussi, jusqu'à présent, tous se sont ralliés derrière François Hollande, dont Ségolène Royal, on va y revenir avec vous. Mais à l'heure où nous enregistrons l'émission, la question décisive, en tout cas en début de semaine, du soutien d'Arnaud Montebourg reste en suspens. Arnaud Montebourg qui, avec ses 17%, est devenu, selon Jean-François Copé, un faiseur de roi archi-courtisé, je cite. Alors ça a été atténué un peu avec le soutien de tous les autres candidats à François Hollande, mais d'abord, première question, pourquoi Arnaud Montebourg en troisième position? C'était quand même un peu surprenant. Il a été très bon dans cette campagne, il faut le lui reconnaître quand même. Manuel Valls aussi, d'ailleurs, c'est pas forcément les options politiques que je préfère à titre personnel, celle de Manuel, mais il faut quand même reconnaître qu'Arnaud et Manuel ont été les deux surprises de cette campagne. On a vu des jeunes hommes absolument brillants, éloquents et qui donnaient envie tout simplement, qui apportaient du souffle. Donc je ne m'étonne pas qu'ils fassent de bons scores. Je pense aussi que les Français, vous savez, aiment bien la nouveauté d'une certaine façon. C'est ce qui a nui d'ailleurs à Ségolène Royal. On va y revenir dans la deuxième partie. Mais c'est lié parce que je pense que d'une certaine façon, aux yeux des Français, elle représentait moins la nouveauté que Arnaud ou Manuel, que l'échec de 2007 était toujours présent et que surtout, la force de Ségolène Royal, c'était ses idées toujours innovantes, toujours en avance, mais que, comme les autres candidats se les sont réappropriées les unes après les autres, ces idées-là, cette innovation-là ne la caractérisait plus elle. Et comme ça n'était pas sur les idées qu'on pouvait juger de la nouveauté, on a jugé de la nouveauté sur les visages, et les nouveaux visages parmi les candidats, c'était ceux d'Arnaud et de Manuel. Donc je ne suis pas surprise de leurs résultats. Pensez-vous que les idées d'Arnaud Montebourg, par exemple la démondialisation, idée qui n'était pas forcément très populaire au sein du Parti socialiste, ont progressé au fil de ces primaires? Moi, je crois surtout, ce n'est pas faire injure à Arnaud, mais je pense qu'il appelle démondialisation quelque chose que les autres socialistes portent aussi. Altermondialisation. Que Ségolène Royal d'ailleurs appelle altermondialisation, merci de le préciser.
mais que même les autres, quand vous prenez finalement le projet du Parti socialiste et que vous le lisez sur ces questions de quid du protectionnisme, non pas aux frontières françaises, hein, mais aux frontières européennes, parce que c'est bien cela que dit Arnaud Montebourg et je partage, vous vous rendez compte qu'en fait on est d'accord sur l'essentiel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la France échoue dans la mondialisation, qu'il faut s'interroger sur un certain nombre de mesures, en effet, de protectionnisme ou d'écluses à mettre aux frontières, non pas de la France, mais de l'Europe, parce que c'est à l'échelle européenne que nous serons suffisamment forts avec notre marché d'1,5 milliard d'habitants, de consommateurs. Favorable à un protectionnisme européen aujourd'hui. Et qu'il faut un certain protectionnisme pour une raison très simple, non pas pour se replier sur soi. D'ailleurs, c'est la différence avec les idées du Front National. On a dit que le Front National et Arnaud Montebourg, c'était la même chose, ça n'a strictement rien à voir. Pour nous, il ne s'agit pas de nous replier sur nous-mêmes, il s'agit simplement de dire, à partir du moment où la Commission européenne impose à des entreprises françaises, belges, allemandes ou espagnoles de respecter des normes strictes en matière de droit du travail, en matière de normes environnementales ou de normes sociales, il n'est pas normal qu'on laisse ces entreprises en concurrence déloyale avec des entreprises du monde, chinoises, indiennes ou que sais-je, qui, elles, ne sont pas soumises à ces réglementations-là, qui nous font tous progresser collectivement. C'est important d'interdire le travail des enfants, c'est important d'interdire le rejet de pollution dans l'atmosphère. Pour une régulation de la dynamique de mondialisation. En fait. Exactement, et c'est ce que dit Arnaud, et ce que je dis là, c'est que dans le fond, derrière ce concept de démondialisation, le mot démondialisation est un mot fort qui frappe les esprits, mais l'idée qui est derrière, on la partage, on est très nombreux à la partager. Mais c'est vrai qu'il a été fort en créant ce mot et en le portant comme il l'a fait avec talent. Nadja Belkacem, restez avec nous, on passe à la seconde partie.